Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous, sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Merci à vous d'être à cette émission, le tribunal de l'actualité. Commençons par cette pensée de l'écrivain, homme de culture allemand, Johann Wolfgang von Goethe, qui dit ceci: celui qui a envie de contester doit se garder de dire à cette occasion des choses que personne ne lui conteste. Bonne méditation en cette journée du 24 novembre 2020. Bienvenue à cette deuxième convocation dans la semaine du tribunal de l'actualité. Je suis Lukman Sanfo. Ce matin au siège, nous avons Geoffroy Var. Bonjour. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous d'être à cette émission pour analyser l'actualité nationale et internationale. Merci également à l'équipe de réalisation et merci à vous qui nous faites l'amitié donc de nous suivre à cette émission, le tribunal de l'actualité. Deux sujets retiennent ce matin notre attention. On va d'abord en grande partie parler de ce contentieux électoral qui est donc donné de constater suite, vous le savez, au double scrutin du 22 novembre passé au Burkina Faso, alors que la CENI était en train de donner les résultats province par province. Les candidats signataires donc de l'accord politique de Ouagadougou marquent le doute donc quant à la crédibilité des résultats à travers une déclaration. Ils disent ne pas accepter ces résultats qu'ils qualifient entachés d'irrégularité et ne reflétant pas donc la volonté du peuple burkinabé. Et dans leur déclaration, ils dénoncent entre autres la proclamation précipitée des résultats par la CENI, la non-compilation manuelle des résultats, la modification à la dernière minute de la cartographie des bureaux de vote, l'ouverture tardive ou la non-ouverture de certains bureaux de vote, l'absence ou le retard dans l'acheminement du matériel de vote. En tout cas, selon eux, la CENI a failli dans l'organisation de ce scrutin présidentiel et législatif. On va y porter un jugement dans cette émission, le tribunal de l'actualité. Dans la deuxième partie, on parlera des États-Unis où le président américain sortant a recommandé hier, donc lundi soir, l'organisation du passage de témoins entre son administration et celle du président élu Joe Biden. Il n'a pas cependant reconnu explicitement, façon de dire, en tout cas, la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Donald Trump n'a pas utilisé, il a plutôt utilisé le mot transition. Voilà. On va y porter un jugement dans la deuxième partie de l'émission du jour. Bienvenue à tous et à toutes. Voici la première partie avec les avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité. Nous nous retournons vers Geoffroy Var qui ce matin, on va dire, a la charge d'analyser en même temps tous les sujets enrôlés et aussi les avant-propos. Nous vous écoutons. Merci. Moi, je reviens sur l'avant-propos. Cela concerne la sortie des avocats de Guillaume Soro. On sait qu'il y a encore des menaces le concernant, pas de mandat d'arrêt lancé international. Et il y a la sortie de ces avocats qui sont à la fois virulents dans le propos, à la limite vindicatif et difficile à différencier, notamment de la posture habituelle de Soro Kibafouri, qu'ils défendent d'ailleurs. Et ils disent que pour les premiers mêmes mandats d'arrêt, ils n'en ont jamais vu la couleur et ils doutent fort du sérieux même du pouvoir d'Abidjan dans ces menaces et dans les procédures qui sont souvent annoncées sur la place publique et qui pour eux ne sont pas forcément si vraies que ça, et que les mandats c'est des choses qu'ils attendent toujours. Et ils se sont aussi prononcés sur le fait que Soro ne soit plus en France, et ils disent clairement que c'était un choix qui n'a rien à voir avec la sortie du président français et qu'il retourne en France quand il veut. C'est un peu nargué aussi, comment dire ça, Macron qui dans sa dernière sortie disait très clairement que il devenait un peu persona non grata au regard des appels qu'il lance et la déstabilisation à distance qu'il tente sur Abidjan. Quand on écoute les avocats de Soro Kibafouri, c'est qu'il a tous ses documents, il rentre en France quand il veut. Bon, on est vraiment dans une situation où il y a une sortie d'avocat qui met encore de l'huile au feu. Je me pose la question de savoir, est-ce que ça arrange vraiment Soro Guillaume quand on sait les menaces qu'il a longtemps lancées, les certitudes qu'il a partagées sur le fait qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il n'y aura pas Alassane Ouattara président, autant d'éléments qui sont et qui font
aujourd'hui qu'il y a une opposition sur place qui, elle, est en train de mener un combat, lui qui a fait monter la mayonnaise jusqu'à aujourd'hui, est bien loin de la terre des Bunyani et lance des appels, et même jusqu'à l'insurrection. Ce qui n'est pas du goût, notamment, de ceux qui l'ont accueilli en France, notamment Macron, qui l'a fait savoir de façon très claire. Je pense aussi que la posture de Kiba Fori va le mettre petit à petit dans un inconfort qu'il aura lui-même créé. Et cela, cette turpitude-là, je pense qu'il n'aura que ses yeux à lui pour pleurer, parce que pour beaucoup, on se dirait qu'il aura cherché parce qu'il aurait un peu trop tiré sur la corde. Et quand on a des avocats qui sortent, non pour apaiser, et qui font monter encore une fois l'intensité des choses, on se pose la question de savoir à quoi est-ce qu'on veut mener aujourd'hui une partie de la jeunesse ivoirienne, vers où on veut aller. Je crois qu'il faut être peut-être un peu plus responsable que ça, et ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est très préoccupant, et je crois que ce qui est entrevu comme dialogue, comme possibilité d'arrondir les angles, est la meilleure façon d'éviter qu'on ait plusieurs dizaines de morts, comme on l'a connu depuis l'annonce de la possibilité d'un troisième mandat jusqu'à aujourd'hui. Le vin s'en tirer, quand on regarde les choses avec Alassane Ouattara, c'est vrai que le goût n'est pas du tout bon pour l'opposition, mais il reste qu'à le boire. Et ils ont tenté une stratégie, mais apparemment elle n'a pas marché, parce que tout le monde n'a pas forcément suivi. Il y a une bonne partie, c'est vrai, des Ivoiriens qui ne sont vraiment pas d'accord avec la façon dont les choses se passent, notamment avec Alassane et son troisième mandat, mais une autre partie aussi des Ivoiriens qui s'en accommodent, ou même qui l'ont appelé de tous leurs souhaits. Mais je crois qu'il faut qu'ils se parlent tous, mais ce n'est pas dans les propos vindicatifs, ce n'est pas en travaillant à cristalliser les positions qu'on pourra sortir le pays de la situation dans laquelle on est. Il faut avoir la mémoire et se dire que il y a eu pire, et ça il faut l'éviter. Je pense que c'est mon avant-propos de ce matin. D'accord, merci bien de nous partager ce regard sur la situation en Côte d'Ivoire, avec donc cette situation post-électorale. Alors, on va maintenant s'intéresser à la situation aussi au Burkina Faso, avec ces élections qui, vous le savez, nous sommes toujours dans l'attente des proclamations des résultats par la CENI, et qui était en tout cas de le faire depuis hier. Malheureusement, cette situation a été interrompue suite à des contestations, et on a vu cette sortie donc des candidats signataires de l'accord politique de Ouagadougou, qui doutent en tout cas, mettent un doute sur la crédibilité des résultats qui sont partagés ça et là à travers une déclaration. Ils disent ne pas reconnaître en tout cas ces résultats qu'ils qualifient entachés d'irrégularité et qui ne reflètent pas du tout la volonté du peuple burkinabé. C'est une déclaration qui a été faite devant la presse et sans question, voilà, suite donc à la lecture par son porte-parole Tahirou Bari. Il faut noter que dans cette déclaration liminaire, il dénonce entre autres la proclamation précipitée des résultats par la CENI, la non-compilation manuelle de ces résultats, la modification à la dernière de la cartographie des bureaux de vote, l'ouverture tardive ou la non-ouverture de certains bureaux de vote, l'absence ou le retard dans l'acheminement du matériel de vote. Et en tout cas, de façon générale, ces candidats signataires donc de l'accord politique Ouagadougou, à travers cette déclaration, disent que la CENI a failli dans l'organisation de ce double scrutin présidentiel législatif, et ils ne s'y reconnaissent pas du tout. Alors qu'on avait déjà en quelques heures auparavant des félicitations de la part de certains observateurs, comme ceux de la CEDEAO, qui ont rencontré donc le chef de l'État Roch Kaboré, et également félicité le peuple burkinabé pour ce qu'il vient d'exprimer à travers les votes. Alors, Geoffroy, on commence par les questions de compréhension des concepts ou des notions. On parle d'irrégularité, d'autres parlent de fraude. Quand vous lisez cette sortie de ces partis signataires de l'accord politique Ouagadougou, de quoi il s'agit exactement? Bon, c'est eux seuls peuvent dire clairement de quoi il s'agit, puisqu'ils sont maîtres des communications qu'ils font et des constats qu'ils font. Maintenant, ce que nous sommes aussi observateurs en tant que journalistes, ce que nous pouvons faire déjà comme observation, c'est que on est dans une situation qui est des plus difficiles. C'est-à-dire que on n'avait jamais vu ça. On a une opposition qui n'a pas commencé aujourd'hui, ça il faut qu'on soit clair aussi, qui n'a pas commencé aujourd'hui à émettre des doutes sur le processus en lui-même,
avant même qu'on aille au vote, on a entendu l'UPC et même le CDP pendant la campagne dénoncer qu'il y ait un fort soupçon d'organisation très claire de fraude, donc de nature à impacter les résultats. Maintenant, c'était sans aussi donner des éléments clairs pour qu'on puisse apprécier. Et ça, on en avait déjà débattu ici au tribunal de l'actualité. Maintenant, on est dans les faits, on est dans le dur, comme disait le ministre de la Communication. Il y a que les votes se sont passés. Et il y a beaucoup de constats au moins qu'on pourrait faire. Dans la question organisationnelle, il y a beaucoup de bureaux de vote qui n'avaient pas pu ouvrir à 6h du matin. Je pense qu'on a pu partager aussi cela lors de nos sessions d'information. On a fait d'ailleurs une édition spéciale dans la nuit de dimanche là-dessus. On a reçu des observateurs qui l'ont confirmé. Plusieurs bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir à 6h, mais ce sont des éléments qui ont été corrigés au fil de la journée. Et puis il y a la question des documents aussi, parce qu'un bureau de vote, ce n'est pas seulement ouvrir des portes, c'est avoir un certain nombre d'éléments pour que ceux qui viennent puissent voter. Et même lorsque les éléments sont là, quelquefois pour ceux qui venaient voter, il y avait des difficultés puisqu'on ne les retrouvait pas sur les listes. Il y avait un certain nombre d'éléments du genre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le débat, c'est la question de proportion. Je crois que si on veut revenir à être juste et objectif, il faut déjà comprendre qu'il ne peut pas ne pas y avoir de problème. Mais dans quelle proportion cela peut-il être acceptable? Je pense que c'est ce dans quoi on est en termes de débat. Pour l'opposition, il y a eu tellement d'impairs que forcément les résultats pourraient être biaisés. Et les impairs, ils les ressortent. Ils sont nombreux, vous les avez dit, vous les avez rappelés tout à l'heure. Il y avait ceux organisationnels, il y a ceux aussi qui impactent directement leur capacité à avoir des résultats qui soient plus intéressants, puisqu'il y a des zones qui, selon eux, sont leurs bastions, mais dans lesquelles, quand ils regardent, on s'est un peu arrangé pour ne pas qu'il y ait possibilité de vote, ou bien que ça ne se passe pas dans le même confort que les autres. Et ça, c'est des éléments qu'ils ressortent. Maintenant, ils parlent même de certains de leurs électeurs qui ont été empêchés de voter, ce qui est un élément quand même assez grave. Et puis, il y a la question aussi des décomptes. On parle de manuel. Si vous en convenez, on reviendra sur la pertinence de chacun des griefs soulevés par ces partis signataires de l'accord de Ouagadougou. Et justement, on voudrait préciser que ce n'est pas toute l'opposition, ce n'est pas tous les partis et tous les candidats de l'opposition. Il y a ceux qui sont signataires de l'accord politique de Ouagadougou et les autres qui ne sont pas encore, se sont pas encore prononcés sur cette situation de l'organisation des élections par la CENI. Est-ce que là, il n'y a pas véritablement un constat de division des acteurs à ces élections-là? Non, pas de division en tant que telle. N'oubliez pas que c'est des candidats qui compétissent, mais chacun pour sa chapelle. Maintenant, vous pouvez, à un moment donné, de façon transversale, avoir un moins point de vue, ou bien parce que vous avez été à un engagement, parce qu'il y a eu un pacte qui a été signé, n'oublions pas, notamment par le parti politique. Lorsque vous avez été à ce pacte, à un moment donné, vous vous dites, écoutez, je me suis engagé à dire que je vais reconnaître les résultats, mais je suis en train de me rendre compte que ce qui est en train de se passer n'est pas de nature à avoir la crédibilité que nous voulions au départ. Donc l'engagement du départ, il s'est fait sous certaines conditions. Nous trouvons que aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies. On ne se dédie pas, mais on vous dit regardez vous-même et appréciez. On ne peut pas dans ce contexte-là venir dire qu'on reconnaît les élections. C'est un peu dans cette démarche-là que certains partis qui pendant longtemps ont été aussi ensemble, quoi qu'on dise sur un certain nombre d'éléments, se disent bon, on va continuer le combat ensemble. Et puis c'est au sein d'ICFOF, chef de position politique. Maintenant, il y a d'autres partis politiques qui peut-être qu'on n'a pas vu lors du point de presse, qui n'étaient pas là, mais qui cela ne veut pas dire qu'ils ne partagent pas forcément peut-être le point de vue qui a été donné. Maintenant, peut-être de façon assumée,
ils viendront et ils le diront. Quand on a organisé notre plateau spécial, on a eu plusieurs obédiences des partis qu'on n'a pas vu aussi hier au point de presse, mais qui ont dit de façon très claire qu'au regard de ce que nous avons vu, on est en train de continuer de faire le travail, mais on ne va pas reconnaître aussi facilement des résultats dans un contexte pareil. Mais il n'était pas là hier. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne partagent pas forcément ce qui... Et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un genre de... Mais je ne pense pas aussi que la question de reconnaître, ne pas reconnaître, pour les partis politiques, ils y vont parce que les autres y sont. Non, c'est des convictions et chacun a ses observateurs, chacun recoupe un peu les informations qu'il y a et puis à la fin prend sa décision. Je crois que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Si on reconnaît que tous les partis, sinon tous les candidats n'étaient pas signataires de l'accord politique de Ouagadougou, tous étaient pourtant signataires du pacte de bonne conduite qui guidait ces élections. Est-ce que finalement ce pacte a servi à quelque chose? Parce qu'on le sait, dans ce terme, le pacte invitait les candidats à s'abstenir de ce type de sortie avant la proclamation par les institutions, par les instances officielles comme la CENI ou le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on a vu à l'instar de ce qui se passe dans certains pays où des candidats se sont autoproclamés vainqueurs des élections avant même la proclamation. Aujourd'hui, on a des contestations avant la proclamation définitive par la CENI de ces résultats-là. Est-ce que ce pacte finalement a servi à grand-chose? Oui, le pacte devrait servir si on était dans des conditions où je crois que les choses se soient passées sans autant de difficultés. Maintenant, je dis toujours que on est avec des hommes politiques. C'est pas dire et c'est dédier qu'il y a un problème pour eux. Et puis il faut accepter aussi que la question des résultats, derrière il y a d'abord un processus. Lorsqu'il est respecté selon les acteurs, facilement les résultats le sont aussi. Je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va revenir sur certains points. Le code électoral, par exemple, est quand même clair sur la question des compilations. Il est à la fois manuel et électronique, et c'est une obligation. Quand le manuel, qui est une obligation, ne se fait pas, évidemment que des commissaires en interne le posent comme problème, ça commence déjà à créer des frictions. Donc, il y a beaucoup d'éléments, peut-être comme ça, que l'opposition regarde et se dit, attention, il ne faut pas accepter pour accepter, mais il faudrait qu'il y ait un minimum dans le processus qui soit gage de transparence pour que, à la fin, l'engagement qu'on a pris ait valeur. C'est-à-dire, l'heure pour moi n'est pas à se tirer là-dessus et à se dire que celui-là il est de mauvaise foi ou celui-là est ceci. Non, c'est de savoir quelle est la réalité de la proportion des irrégularités dont nous parlons. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas d'élection dans lesquelles il n'y a pas de personnes qui n'arrivent pas à voter ou il n'y a pas de problème. Et puis il y a le contexte aussi dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un contexte très particulier. Moi j'ai écouté le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, notamment sur la télévision nationale, qui a apporté les réponses à la sortie de l'opposition. Il est parti d'un postulat. Il a dit, il est d'accord qu'il y a eu des problèmes, il le reconnaît. Il dit même que aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais cela ne les dédouane pas pour autant. Donc, il reconnaît qu'il y a eu quand même quelques imperfections. Maintenant, je dis tout est maintenant dans la perception en termes de grandeur ou en termes de proportion. Quand on écoute le président de la CENI, il dit on nous dit par exemple que pour ce qui est du centre, non, la région du centre, on parle d'un certain nombre de bureaux de vote dans lesquels il y a beaucoup de problèmes. Il dit mais c'est un seul qui n'a pas pu, bureaux de vote. Sur les 3000, il y a un seul qui n'a pas pu ouvrir. Donc quand il le présente comme ça aussi, on se dit est-ce que c'est pas un peu trop tiré que de dire que il y a eu autant de problèmes lorsque c'est un seul sur plus de 3000 qui n'a pas pu ouvrir. Mais, donc on est en train de poser un problème de proportion. Quand vous écoutez l'opposition, elle vous dit il y a eu tellement de problèmes qu'on ne peut pas à la fin dire que c'est crédible. Il y a l'autre camp qui vous dit oui, il y a eu des problèmes, mais ils ne sont pas majeurs. Et je pense que là, on a un processus et on a des règles qui sont claires qui permettent aussi donc c'est une question d'angle d'appréciation. C'est forcément une question d'angle d'appréciation, mais le problème c'est que les faits sont durs, ils se sont passés
Donc chacun le raconte différemment. C'est ce dans quoi nous sommes. Maintenant, on est dans un processus qui est encadré, avec des textes, avec des règles. Aujourd'hui, on a une machine qui semble, qu'on nous a dit que c'est à 8h, ça allait reprendre. Oui. C'est bien cela. On nous a dit que ça allait reprendre à 8h, c'est ce que nous espérons. Le temps d'arrondir les angles en épingle, notamment sur la question de la compilation, sur la question manuelle, ce que demande évidemment le code électoral. Je crois aussi que là, il y a eu un petit débat sur lequel nous sommes revenus ici, notamment au tribunal de l'actualité, qui fait qu'on n'a pas tort. La question de la célérité pour donner les résultats. Le manuel, c'est sûr que ça prend plus de temps. Maintenant, quand c'est une étape qu'on passe, il y a certains pour lesquels ça fait graisser des dents, qui se disent non, on ne peut pas faire comme ça. Il y a une autre méthode qui permet de gagner du temps, c'est vrai, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et je pense que là-dessus, le président de la CENI a été assez clair. Il a dit, on a entendu les craintes des uns et des autres, les doutes émis sur les questions de timing, et eux, ils ont travaillé à ce que au moins il y ait une confiance qui soit construite avec le délai avec lequel ils vont donner les résultats. Donc on n'est plus dans l'obligation de célérité où avec la sortie qu'on a eu à un moment donné, il faut faire mieux que les dévanciers 2015. On se disait donc ça veut dire que c'est des résultats qu'on va vouloir nous balancer très rapidement. Je pense qu'il a compris, le président de la CENI, ça il a déjà partagé, et accepter, c'est pas accepter, c'est une obligation de faire les choses comme le dit le code électoral, avec à la fois l'aspect manuel et celui électronique. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se dit qu'à 8h les choses vont reprendre. Mais je pense que le débat n'aurait pas dû avoir lieu, d'autant plus que le code lui-même il est clair là-dessus. Bon, c'est vrai que vous avez fait une lecture transversale de cette sortie, donc de ces partis signataires de l'accord politique de Ouagadougou, mais j'annonçais aussi aux auditeurs que nous allons avoir une appréciation point par point, parce qu'il y a certains quand même qui ne manquent pas de pertinence de la part de ceux qui sont sortis. On parle ici de la modification à la dernière minute de la cartographie des bureaux de vote. Ça, c'est un élément, le code électoral est clair là-dessus, c'est le Conseil constitutionnel qui autorise donc la modification à la matière. Est-ce que là, véritablement, la CENI n'a pas manqué, même si les raisons expliquées, en tout cas données pour expliquer cette situation, sont tout de même compréhensibles ou recevables? Oui, on a entendu en tout cas ces explications, et il dit, c'est le Conseil aussi qui regardera si l'aventure dans laquelle la CENI est partie ne respecte pas les textes, et les leçons seront tirées. Mais à la vérité, à quelques temps du vote, quand on fait ce genre de réaménagement, moi je me pose la question de savoir, pour le votant, quand est-ce qu'il est informé, et puis parce que c'est lui le destinataire final de toute cette réorganisation qui est faite. Si ça se fait à son insu, et là où il pense pouvoir venir voter, ça ne peut pas se faire, ou bien là où même on se disait qu'on ne pourrait même pas le faire, ça se fait. Il y a un bureau qui apparaît. C'est-à-dire il y a un problème de confiance que ça va susciter, parce que on est convaincu qu'ici il n'y aura pas de bureau, et puis un matin, le jour du vote, on se rend compte qu'il y a un bureau. On se dit mais qui viendra voter ici alors? Ça suscite beaucoup de questions. Pour moi c'est quand même malencontreux. Et donc on peut c'est difficile. C'est vrai que ils disent il y a une évolution, parce que quand on écoutait le président de la CENI, il dit au fil du temps, il y a du point de vue organisationnel certains aménagements qui sont faits, parce que aussi n'oublions pas qu'on est dans un contexte sécuritaire qui est celui-là qui n'est pas uniligne, qui n'est zone de stabilité aujourd'hui peut être instable demain, et puis zone d'instabilité à un moment donné peut à l'approche du vote devenir une zone dans laquelle on pourrait faire un certain nombre d'éléments. Je pense que c'est comme ça qu'il a nourri il a expliqué un peu les décisions qui ont été prises. Mais n'oublions pas aussi que le plus important, c'est la question de confiance que les différents acteurs politiques et aussi le votant, parce que le citoyen a vis-à-vis des décisions que vous prenez, qui sont quelquefois aussi des décisions des dernières minutes, et derrière lesquelles vous n'asseyez aucune communication
forcément avant, et qui donne l'impression qu'il y a des petits changements de dernière minute qui pourraient favoriser l'un des camps. Et c'est un peu cela que ça pose comme problème. On dit qu'en matière électorale, le consensus est véritablement le maître mot. La question pourrait être posée à la CENI, pourquoi on ne va pas consulter les acteurs donc signataires de l'accord politique de Ouagadougou, parce que ce sont des dispositions prévues dans cet accord-là qui donnent des prérogatives s'il y a en tout cas des possibilités de modifier certains actes. Pourquoi s'entêter à prendre de façon, on va dire esselée, mais en tout cas de façon unilatérale, une telle décision de modifier la cartographie? Oui, c'est là où il y a tout le problème d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu campagne, il y a eu un certain nombre d'éléments, mais le but à la fin c'est quoi? C'est que si celui qui dit voter pour moi n'est pas informé de la nouvelle cartographie, de sorte à ce que ceux qui doivent voter ils puissent en être informés, et que pour ce qui est des réaménagements, on ait le temps communicationnel de l'impact et que ça ne pose pas problème, je pense que là il y a souci. On ne serait pas dans ce dans quoi nous sommes comme souci aujourd'hui si les acteurs politiques eux-mêmes étaient informés, avaient acquiescé et qu'il y a eu débat. Aujourd'hui, ils seraient même pris à leur propre piège en dénonçant. On leur dira mais vous faites un mauvais procès. On a discuté, vous l'avez accepté. Vous comprenez? C'est là toute la difficulté. Il y a des explications qui ont été données par le président de la CENI. C'est vrai, mais sur ce point-là, la nouvelle cartographie et certains bureaux qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, ça c'est un peu difficile. Même si on reconnaît, on convient avec lui qu'il y a des zones où il y a une certaine fluctuation de ce qu'on peut avoir comme perception de la possibilité d'y avoir une urne ou pas au regard du contexte sécuritaire dans lequel nous sommes. C'est quelque chose qu'on peut concéder, mais c'est pas une décision qui devrait être scellée, ou bien c'est pas quelque chose qui devrait apparaître pour les premiers acteurs, c'est-à-dire ceux de la scène politique, comme une surprise. Et il y a aussi la question de la non-compilation manuelle des résultats. Vous l'avez relevé, le président de la CENI sur le plateau donc, de la télévision nationale est revenu là-dessus disant que les mandataires donc, de la CENI ont été invités à en tout cas à considérer cette donne dans la compilation des résultats. Pourquoi est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'on ait fait l'option d'utiliser le système VSAT alors que clairement il a été invité à utiliser les deux voies et prioritairement peut-être même le système manuel? Oui, c'est ce que je dis, le code électoral là-dessus est assez clair. Je pense que les deux devraient se faire concomitamment. Maintenant, je crois aussi que ça a été le problème, la volonté d'une célérité qui a fait que cela s'est fait au détriment de l'observation d'un autre mode qui, selon le code, je le rappelle encore, est en fait une obligation. Donc, je pense, et c'est là où peut-être la pression mise avec la sortie du chef de file de l'opposition politique en son temps avait tout son sens. Et peut-être que même cela dit, ça n'a pas forcément été vraiment bien entendu. De ce qu'on avait eu comme petit bruit de couloir, c'est que même le commissaire en interne l'ont posé comme problème. Ah non, faisons attention, on ne peut pas faire que l'électronique, le manuel c'est une obligation, donc il faudrait qu'on s'assure que tout est bien fait. Maintenant, je pense que le président de la CENI n'a pas été fermé à cela. Quand on l'a écouté sur le plateau de la télévision nationale, je pense que c'est ce qui a concouru à ce que il y ait une suspension pour qu'on reprenne aujourd'hui à 8h. Donc il y a une oreille attentive, mais je me dis, est-ce que le problème devrait se poser? C'est ça. Parce que tout devrait être mis, parce qu'on a une situation qui est quand même un peu délicate. Tout devrait être mis en œuvre pour ne pas qu'il y ait des raisons de soupçon. On veut peut-être vouloir une certaine célérité, vouloir bien faire les choses, parce qu'on se dit il y a des délais et tout, mais il ne faut pas confondre peut-être vitesse et précipitation. Sur ce point-là, je pense que c'est là où l'opposition a sorti les éléments, mais si ils ont discuté, pour moi c'est un point qui est réglé. C'est un point qui est réglé, il faut pour moi avancer. Pour vous, le simple fait de corriger règle le problème?
pour moi, ça règle le problème, mais ça n'aurait pas dû. C'est un peu le regret qu'on a. Maintenant, est-ce que ça ne jette pas un discrédit sur les résultats qui ont déjà été partagés et certains commencent à jubiler déjà sur les résultats? Est-ce que le fait que c'est maintenant qu'on va reconsidérer la compilation manuelle ne remet pas tout ce qui a été déjà partagé ici? On nous dit aussi que tout ce qui a été partagé n'a été que sur la compilation électronique. Les deux se font ensemble. Oui, mais la preuve, c'est que c'est maintenant qu'on annonce qu'on a donné instruction à ce que ce soit maintenant pris en compte. Oui, ce que je sais, c'est que la suspension s'est faite hier. Le commissaire, ce que nous avons appris comme info, en interne, les discussions se faisaient pour que les choses se fassent en même temps. Maintenant, si ils ont suspendu hier pour reprendre aujourd'hui, que cela se fera ensemble, ça, Dieu merci. Maintenant, c'est clair aussi que pour ce qui a été fait avant, je dis que le code est, pour moi, assez clair. On ne devrait pas pouvoir avoir des résultats qui sont donnés sans qu'on ait les deux démarches qui se soient faites concomitamment. Maintenant, les commissaires sont en interne. Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a l'un qui est plus rapide que l'autre, et on se rend compte qu'on continue de donner alors qu'on n'a pas fini un autre travail qui lui est en train de continuer de se faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre qu'on soit à un même niveau sur les deux modes, dont l'un est plus rapide et l'autre un peu moins, pour que petit à petit on puisse de façon sereine donner les éléments en prenant en compte la réalité de nos textes? Peut-être c'est cette interpellation-là qui a été faite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce qui a été déjà donné n'a été que électronique? Ça, moi, je ne peux pas ici le dire. Alors, le président de la CENI parle de dialogue, il parle de consensus, la recherche donc du consensus dans cet exercice-là. En même temps, il y a le fait que l'opposition avait déjà tiré sous la sonnette d'alarme en disant qu'on ne voudrait pas de proclamation précipitée, et on a eu aussitôt la publication des résultats province par province. Ce n'eût été cette suspension, peut-être qu'en journée on aurait eu en tout cas une tendance presque générale. Est-ce que là on respecte véritablement cette posture? Non, faisons attention. Pas aussitôt. Parce que nous tous, médias, avons été aussi pris de coups, disons les choses tout nettes. On a vu le débat de la célérité et tout. Tous avaient organisé une nuit électorale dès le même soir et étions confiants que directement en contact avec la CENI, on allait commencer à donner les premiers résultats et tout, parce qu'on avait déjà entendu le président Newton Ahmed Barry donner l'assurance que ça allait se faire très rapidement. Et donc tous les plateaux qui avaient été organisés, c'était des débats, des échanges, et puis attendre que au fil du temps, dans la même nuit, c'est-à-dire dans la même nuit de dimanche à lundi, qu'on puisse commencer à partager des résultats. Mais vous vous rappelez, on n'a pu partager aucun résultat jusqu'au petit matin. Ça, au moins, vous avez souvenance de cela. Et encore que certains avaient commencé à partager des résultats, mais pas les médias, pas les médias que nous sommes, parce que ce n'est pas des résultats que la CENI nous avait encore partagés. N'oublions pas que, ne confondez pas le canot, sur les réseaux sociaux, il y en a même qui ont commencé à balancer des résultats une heure après la fermeture des bureaux de vote. À ça, il faut faire vraiment très attention. Et maintenant, pour ce qui est de la CENI, on sait quand ça a commencé, et je crois qu'il y a eu quand même un temps de latence qui était fort différent de ce qu'on nous avait fait servir avant en termes de célérité. Je crois que dès le départ, l'enjeu de la question de ne pas confondre vitesse et précipitation a déjà été compris par la CENI. Et peut-être que même en commençant, on a voulu aller un peu trop vite, et c'est ce qui a été rappelé. Aujourd'hui, on a une suspension et on va reprendre à 8h. Oui, mais c'est hier que les résultats ont commencé à être partagés au niveau de Ouaga 2000, le centre donc, de QG général de la CENI. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas cette annonce-là qui a été, on ne va pas dire respectée en tout cas, mais... Mais on s'y attendait déjà, on s'y attendait dès la nuit. Vous êtes d'accord avec moi? On s'y attendait dès la nuit tombée. Nous, par exemple, quand nous faisions notre plateau au départ, nous l'avons commencé à 22h. Nous avons été prudents. On ne voulait pas dire qu'on allait commencer. Il y a certains de nos confrères qui avaient des informations, des résultats partagés de sources CENI. Peut-être que ça, c'est une option True TV ou WattFM de ne pas partager. De sources CENI, oui. La nuit du dimanche à lundi, j'en ai pas entendu sur un média. Bon, vous étiez occupé à présenter l'émission sûrement. Ah non, mais jusqu'au lendemain, j'ai pu faire ma veille. Je n'ai pas entendu cela sur un média.
Et je pense que j'ai reçu aussi parce qu'on en discutait même d'ailleurs sur le plateau avec le ministre de la Communication, Rémi Fulgence-Dandinou, parce qu'il avait fait le tour des médias toute la nuit. Il a fait un peu tous les plateaux qui avaient été destinés au résultat, donc à la nuit électorale. Et personne ne l'avait partagé, on en parlait même. Et on discutait de ce que sur les réseaux sociaux, il y avait déjà des résultats qui tombaient, des résultats qui étaient partagés et tout. Et que heureusement, et c'est ce qu'il disait, jusqu'à présent, les médias que nous sommes ne sont pas encore entrés là-dedans. D'accord. Alors, il y a d'autres irrégularités qui sont constatées. Va-t-on dire l'ouverture tardive ou la non-ouverture même de certains bureaux de vote, l'absence ou le retard dans l'acheminement du matériel de vote, et de façon générale, ces signataires donc de l'accord politique de Ouagadougou en viennent à la conclusion que l'organisation par la CENI de ces élections a été un échec, ce qui n'a pas été, en tout cas, l'avis de certains observateurs internationaux comme la CEDEAO et autres. Votre appréciation? Bon, c'est vrai que chacun a pu remarquer plus ou moins aussi quelques petits problèmes. Là où il allait voter, moi, c'était pas loin d'ici. Moi, j'y suis allé vers 16h40. 16h40, 16h45, parce que toute la journée on était déjà sur le pied en train de bosser. Et 16h45, je suis allé, j'ai vu des files et j'ai vu aussi des confrères. Parce que nous on avait pu observer aussi dans d'autres lieux où il y avait déjà des petits problèmes. Et puis vous savez, notre standard aussi ne faisait que sonner, allô, True TV, venez, on a des problèmes ici, est-ce que vous pouvez nous faire le constat? Bon, c'était partout, voilà, on nous appelait un peu de partout. Mais moi je suis allé voter par exemple, j'ai vu de longues files. Il y a des bureaux de vote où il n'y a personne, il y en a où il y a de longues files, vous demandez, on dit ça a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Ça a ouvert, c'est vrai, mais tout n'était pas prêt pour que les gens puissent voter. Il y avait des éléments qui manquaient, il y avait ceci, il y avait cela. Donc ça, c'est des éléments qu'on a pu constater. Maintenant, le point même, c'est que ça encore, c'est dans Ouagadougou. C'est dans Ouagadougou. Et donc pour beaucoup, bon, on se dit que c'est vraiment la capitale. La question logistique et en termes d'acheminement n'est pas aussi complexe que celle de certaines zones, parce que même on écoutait le président de la CENI qui parlait d'éléments qui étaient envoyés par avion. Je parle de ces documents-là, et il y a une zone où il y a eu des problèmes puisque tous les documents avaient été descendus là, alors qu'ils devraient être acheminés encore ailleurs. Le temps que l'avion puisse venir le récupérer, on était déjà passé pratiquement à l'heure de la fermeture des bureaux de vote, ce qu'il expliquait, et ce qui a fait que pour certains il n'y a pas pu avoir vote. Donc ça c'est une erreur imputable peut-être à la mission qui devrait faire l'acheminement ou quoi que ce soit, mais c'est la CENI dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre. Donc, mais je dis encore, je reviens à la question de proportion. Il n'y a pas d'élection dans laquelle tous les bureaux de vote ouvrent à 6 heures. Il n'y a pas d'élection dans lesquelles il y a des bureaux de vote qui n'ouvrent même pas du tout. Maintenant, quelle est la proportion dans laquelle on est aujourd'hui? Parce que tout ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est un peu empirique. Il faut qu'on ait un inventaire. C'est pour ça qu'on a voulu aussi, c'est ça les missions d'observation, avoir le regard global et dire, sur le millier de bureaux de vote qu'on a eu, voilà ceux qui ont ouvert à 6 heures. Jusqu'à la mi-journée, voilà ceux qui n'ont pas pu ouvrir. Et en définitive, voilà ceux qui n'ont même pas pu ouvrir du tout. Voilà le nombre de votants qui ont été écartés. En fait, je pense que là où nous sommes aujourd'hui, pour pouvoir apprécier et avoir le clair mot de l'impact, c'est ça. C'est parce que c'est une question d'abord de proportion. C'est une question de proportion. Et là, on pourrait être beaucoup plus à l'aise. Et ça aussi, c'est ce qu'on attendait. Et je pense, c'est là où on attend aussi notre opposition. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir, il y en a qui ont ouvert 1 heure et puis ont fermé à 18h, il y en a. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre ces gens-là? Parce qu'il y a quand même la considération des questions de bastion. Vous dites une question de proportion, sûr, oui, mais en même temps, si on écarte une localité qui est on va dire un bastion favorable à tel candidat. C'est de tout ça que je parle. Il faut que ça. Il faut qu'on ait tout ça. Il y a un travail qui doit être fait.
Et même si peut-être nous on a commencé le plateau, on nous avait promis que ça allait reprendre à 8 heures la question des résultats qui seraient donnés. Si au fil du temps on se rend compte que les petits problèmes qu'on a eu hier et qui nous a fait un peu grincer des dents est réglé, que le résultat continue d'être donné, je pense qu'à un moment donné il y a une opposition aussi qui devra donner des éléments pour dire en quoi est-ce que les résultats pourraient être impactés par ce qu'ils ont constaté. Et parce que la plupart des Burkinabés aussi ont constaté beaucoup de choses. Et c'est en reversant ces éléments-là, je pense qu'on pourra à la fin apprécier. Maintenant, vous parliez à un moment donné aussi de la question des observateurs, citer CEDEAO et tout. Bon, ils étaient à Abidjan, la CEDEAO. La CEDEAO était. Moi, je cite seulement la CEDEAO. Ils étaient à Abidjan. Ils étaient en Guinée. Bon, ils ont tous félicité ce qui s'est passé, alors que bon, tout le monde voit plus ou moins comment les processus se sont menés là-bas, et puis ce qu'on attend d'une élection, qu'elle soit inclusive, transparente, équitable et tout. Mais il y a beaucoup à redire. Même si qu'il n'y a aucun intérêt pour cette mission de la CEDEAO, et surtout le fait qu'elle a trouvé que tout s'est bien passé globalement. J'ai dit seulement qu'elle trouve généralement que tout s'est bien passé. Même lorsque on se rend compte qu'il y a eu d'énormes difficultés, on se rend compte qu'ils disent souvent que tout s'est bien passé. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, Indigo ne dira pas la même chose. Vous avez encore vous allez sur internet, vous verrez le rapport qu'ils ont fait pour ce qui est de ces élections-là. Ça tranche avec celui que la CEDEAO a partagé. Donc, je dis, la question des observateurs, il faut bien regarder. Mais j'ai dit, il revient toujours à l'opposition de donner ces éléments-là. En tout cas, pour une fois, on n'est pas dans dans de l'abstrait. Tout le monde a pu constater quand même qu'il y a eu beaucoup d'éléments, beaucoup de manquements. Maintenant, la compilation de ces manquements-là permettra aussi de pouvoir se faire l'idée peut-être du caractère énorme des irrégularités qu'il y a eu, et donc de l'impact que cela devra avoir logiquement sur les résultats, ou bien de son caractère aussi minime, et que on se dise qu'on a peut-être on est dans un contexte où on est dans un contexte particulier où il y a, c'est vrai, certes des problèmes, mais pas comme on le pensait. Je vous sens relativiser, dédramatiser, on va dire, la situation. Ah oui, mais parce que c'est notre rôle aussi, la situation dans laquelle nous sommes. Et pourtant, certains parlent d'impasse dans cette situation. Bon, l'impasse, on va le constater. Je pense qu'on n'y est pas encore. Il y a quand même des commissaires qui ont menacé de quitter donc la CENI. Il semble que ce n'est pas une consigne donnée par les états-majors de ces partis-là. Non, le problème c'est que aujourd'hui tout se dit, et nous n'avons pas, on a des fois des difficultés à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Vous avez entendu le président de la CENI qui a dit personne n'a quitté. Ça a été son mot hier. En tout cas, de ce qu'il sait, personne n'a rompu les bancs. Alors que on apprend aussi qu'il y a eu des instructions pour que certains commissaires partent. Mais aucun parti politique ne vous le dira aussi de façon très claire. Maintenant, si vous dites que c'est vrai et que les résultats continuent d'être donnés, vous direz que ça se ferait sans certains commissaires. Vous apprenez qu'ils sont encore tous là en train de travailler. J'ai dit qu'il faut être prudent dans ce qu'on veut annoncer. Quand vous n'avez pas le clair mot, il faudrait pour moi être prudent. Il y a d'ailleurs le chargé de communication de la CENI qui a partagé ce matin, dès la première heure, donc l'information que les travaux reprennent avec les commissaires ce matin à 8h. Voilà. Et donc pour vous, si c'était une situation il ne faut pas mettre tous les drames dans... Non, ce que je dis c'est que moi je ne suis pas sur Facebook derrière un pseudo en train de dire ce que je veux. Je suis sur un plateau de télé et je m'en tiens à ce que je sais et j'appelle mes sources. Et quand on ne me dit pas que j'ai donné l'ordre à mes commissaires de faire ceci, et puis il y a le droit d'ingratitude aussi, quoi qu'on dise, ils ont prêté serment, donc ils sont là-bas aussi, ils ne répondent pas
Bon, je ne dirais pas qu'ils ne répondent pas totalement, mais il y a des reconsidérations qu'ils font. Et tant que nous n'avons pas des éléments qu'ils ont quitté les lieux ou bien ils auront pu les bancs, nous ne pouvons pas nous asseoir sur des plateaux et dire certaines choses. Laissons ça à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui le disent et après ils viennent, ils se dédisent. Bon, c'est pas, nous on ne peut pas le faire ici. C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas se prononcer sur les résultats qui sont partagés, mais les premières tendances donnent le président sortant en tête, très loin derrière, en tout cas c'est challenger, ce qui porte à croire qu'il risque de ne pas avoir un second tour, alors que l'opposition y tient véritablement à ce que, vu en tout cas le déroulement des choses, qu'il y aura forcément un second tour. Est-ce que ça ne risque pas d'exacerber la situation? De ce que je sais, quand je vois le ratio qu'on a pour ce qui est des résultats donnés, on est dans du minime. On ne peut pas aujourd'hui dire que le président du Faso est devant et qu'il va gagner au premier tour. L'écart est quand même abyssal. Oui, mais lorsque vous avez, je ne sais pas, si vous n'avez même pas 2% des résultats qui sont partagés, vous ne pouvez pas, à partir de cela, moi c'est pure statistique, et lorsque les 80% que vous n'avez pas ne peuvent pas vous fonder à dire qu'il a gagné déjà, ce sera un peu difficile. Mais les premiers résultats, c'est vrai, le mettre bien devant. Et c'était les craintes aussi de l'opposition, quoi qu'on dise, qui, et ça on l'a entendu, voyait en un coup KO toute fraude. Et que pour eux, dans leur entendement, c'était pas possible. Donc quand on était déjà dans cette façon de voir les choses, c'est clair que si les premières tendances se voient être confortées, on risque d'avoir la dénonciation qu'on a aujourd'hui et la non-reconnaissance des résultats prospérer. Maintenant, il faut aussi regarder peut-être les écarts qu'il y aura. C'est ce que disait aussi Albert Nagrengo, que j'ai trouvé quand même pertinent. La fraude se fait aussi dans des proportions. Si vous trouvez dans des écarts vraiment monstres, ça remet encore tout en question. Il y a de la fraude subtile aussi, hein. Oui, mais aujourd'hui, je crois que c'est ça à quoi servent les missions d'observation. Et je lisais aussi sur des réactions sur un article qui disait: j'espère que l'opposition aura travaillé à avoir des observateurs un peu partout. Parce que les élections aujourd'hui, ça se gagne en mettant la pression du regard. Et ça, c'est très important. C'est pour ça aussi qu'on attend, et c'est ce qui, pour moi, sera quand même assez intéressant. On a des observateurs domestiques, on a vu la CODEL, on a vu beaucoup d'autres qui sont assez crédibles, qui ont fait un bon travail en 2015, dont la parole pèse encore. On attend de voir ce qu'ils nous sortiront aussi comme éléments. On a entendu l'opposition qui a dit voilà les problèmes qu'il y a eu, voilà les problèmes qu'il y a eu. Et puis je pense que nous tous votants et tout, on a pu constater un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, c'est la question de la proportion. Et ça, c'est ceux qui ont pu avoir des éléments un peu partout qui pourront nous donner un regard, une vue plus globale et qui pourra peser dans l'un ou dans l'autre des sens pour dire que c'est vrai, il y a eu ceci. Peut-être que ce que l'opposition dit, c'est une réalité parce que nous avons des éléments qui sont tellement légion qu'on pense qu'il y a problème, ou bien qu'il y a eu, c'est vrai, des problèmes, mais ce n'est pas comme on le pense. Je reviens toujours à cela, c'est la question de proportion. Vous et moi, nous sommes dans l'empirique. Moi, je m'en tiens à ce que j'ai vu un peu à Ouaga et ceux pour lesquels on m'a appelé. C'est encore empirique. Je n'ai pas des milliers d'observateurs et même aujourd'hui, quand vous vous appelez ces observateurs, nous on en a eu sur nos plateaux que nous avons initiés. Ils continuent de rester prudents parce qu'ils disent qu'ils continuent de travailler sur les éléments qu'ils ont eus. Donc, il faut, pour moi, savoir être prudent. D'accord. Nous attendrons de constater la reprise donc des travaux tout à l'heure avec les commissaires de la CENI et de voir aussi la réaction que l'opposition fera donc de cette situation. Merci à vous d'avoir donné votre lecture. On va en 5 minutes parler aussi d'une autre élection, les États-Unis, vous savez, avec un président qui a été élu sur fond de contestation, et le président sortant a recommandé lundi soir l'organisation d'un passage de témoins entre son administration et celle de Joe Biden, qui a été le président élu. Il n'a pas cependant reconnu explicitement la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Donald Trump, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il justifie sa décision par la prise en compte du meilleur intérêt du pays. Et voilà, donc quelle appréciation peut-on faire de cette situation? Geoffroy Vaha, on va dire enfin
les choses semblent en tout cas se dessiner pour le meilleur au niveau des États-Unis. C'est pas que, enfin, je pense que Trump a compris qu'il a perdu. Il n'y a pas 46 façons d'appeler les choses. Maintenant, il n'a jamais reconnu de façon officielle, ni en termes, ni en déclaration. Oui, mais bon, il a joué un jeu, mais ça n'a pas marché. Il a tout tenté, mais ça n'a pas marché. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il y a Joe Biden qui a déjà commencé à constituer son équipe. Donc le vin, c'est même pas qu'il semble tirer, le vin il est tiré depuis. Il s'est dit soit il continue de rester sa posture, il sera mis dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien il arrondit les angles et puis il trouve les moyens de partir avec le peu de dignité qui pourrait rester. Je pense qu'il n'avait vraiment pas le choix. Quand vous regardez Joe Biden aujourd'hui, il est déjà dans la posture du président. Il a amené les Américains à passer à autre chose. Ils ne sont plus dans la question de la contestation des résultats ou quoi que ce soit. On est en train de regarder le profil des hommes qu'il a choisis et des femmes avec quelquefois de l'inédit, des Américains d'origine à des postes qu'on n'avait pas vus, des femmes aussi à des postes qu'on n'avait pas vus. C'est ce que les Américains sont en train de regarder aujourd'hui, le profil des personnes que choisit Joe Biden. Ils ont oublié Trump et sa question de je ne connais pas les résultats, et Trump ça l'a compris, et même au sein de son propre camp a trop tiré la corde et certains lui ont dit la vérité. Est-ce que justement ce n'est pas le discours d'apaisement que Trump a embauché, parce que là il continue de dire que son juste combat, parlant de ces contestations, continue, et il le dit, je le cite, nous allons gagner. C'est-à-dire qu'il n'a pas démordu. Oui, vous savez, je pense que quelquefois lorsque vous avez trop crié quelque chose, vous ne pouvez pas vous taire si facilement. Sinon c'est honteux. Je pense que c'est un peu la posture de Trump aujourd'hui. Même si tout le monde est passé à autre chose, il continuera de dire qu'on m'a volé ma victoire. Mais ça, c'est parce que Joe Biden ne l'a pas battu à plate couture. Alors que certains profondeurs de Trump se disaient le monsieur c'était tellement une calamité que c'est sûr qu'il sera vomi par les Américains. Lorsqu'on regarde aussi la question de la réponse à la maladie à coronavirus, ils se disent il a tellement nargué, il s'est tellement moqué d'un certain nombre d'éléments que c'est sûr que ça va lui retomber à la figure. Mais ça n'a pas été facile pour Joe Biden de passer devant. Ça s'est fait sur le fil du rasoir. Donc c'est difficile aussi pour Trump qui dit il n'est pas habitué à perdre, d'accepter qu'il a perdu. Et ça, ça se comprend, je pense que ça se comprend. Et puis, je crois aussi que c'est du Trump. Il a fonctionné comme ça depuis le début, donc en venant à la Maison-Blanche, même avant, pendant la campagne, où il était ce personnage atypique là. Et je pense que jusqu'à la fin, même en quittant la Maison-Blanche, il continue d'être très atypique. Faire encore survoler sur la tête le spectre de ce que nous connaissons en Afrique, de présidents qui ne veulent pas partir, ça on l'avait jamais vu. Mais il faut un Trump pour pouvoir se comporter de la sorte. Il a habitué les Américains à cela, et même quand c'est farfelu ou bien quand ça paraît irréaliste, surréaliste, quand il dit qu'il le fera, il le fera. Je crois qu'il a habitué les Américains à cela. C'est son personnage et il est comme ça. Vu d'Afrique et du Burkina, on fait souvent des raisonnements par l'absurde. Il y a certains qui ont dit que c'est cette contestation des résultats par Donald Trump qui a peut-être inspiré nos hommes politiques ici. Et maintenant que les choses sont revues autrement, il faudrait aussi considérer, en acceptant... Oh non, les contextes ne sont pas du tout les mêmes. Je crois que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a les textes qui permettent de voter par correspondance, et puis la question de la maladie à coronavirus a accentué cela, alors que traditionnellement les votes par correspondance ne servent pas souvent la partie que représentait Trump, et c'est pour cela qu'il avait beaucoup de craintes. Il a essayé de bien regarder dans les textes et puis contrer un peu cela pour ne pas que les décomptes continuaient, parce que malgré qu'ils étaient au coude à coude et que Joe Biden avait une légère avance, il se disait que c'était encore jouable tant que ces dépouillements là concernant ces votes par correspondance là ne continuaient pas de se faire et que l'écart n'était pas en train de s'accentuer. C'est quelque chose qu'il a tenté, mais ça n'a pas prospéré. Ce n'est pas le processus forcément lui-même. C'est vrai que quelquefois ils se sont emmenés des pics sur les questions de fraude, mais ils sont
dans une situation où c'est vraiment très bien encadré, et ce qui est possible, c'est quelquefois de l'ordre de gestion de certains logiciels et tout. Et on l'a vu avec, selon certaines dénonciations, ce que la Russie a rendu possible avec l'élection de Donald Trump, c'est qu'il reste encore que des accusations. Bon, mais pour le cas qui est le nôtre, ça c'est très différent. Si le bureau de vote n'a pas ouvert, il n'a pas ouvert. S'il a ouvert 1 heure avant la fermeture, il aura ouvert 1 heure avant la fermeture. Ça se constate. Si je suis venu et qu'on ne voit pas mon nom sur la liste alors que je détiens ma carte d'électeur, ça se constate. Et quand un matin, je vois le jour du vote, un bureau de vote qui ne devrait pas être là, ça se constate. Ou bien celui qui devrait exister qui n'existe plus, ça se constate. On n'est pas dans le même contexte. Ici, je sais que la situation elle est très sensible, elle est très difficile. On vient de finir de voter et il y a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, dans quelle proportion? On a une opposition qui est dans son droit de dire qu'au regard d'un certain nombre d'éléments, on ne peut pas de go comme ça vous dire que on va continuer de s'en tenir au fait qu'on vous a dit qu'on allait respecter ce qui sort des urnes, parce que ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a eu des véritables problèmes organisationnels. Je pense que l'opposition est dans son droit de le dire, et la CENI de donner vraiment plus d'éléments sur ce qu'il y a eu comme problème, et que les observateurs, et c'est là où on attend vraiment nos observateurs, ceux qui ont en tout cas la dose de crédit, parce que nous tous on est sur le terrain, on attend de voir qu'est-ce qu'ils disent et quelle est la proportion vraiment de ce qu'ils ont pu remarquer en termes d'irrégularité, de fraude et tout. Sinon, il faut faire aussi attention. Vous voyez, il y avait des images qui circulaient. On voyait une emportée par... il y avait l'image, on nous disait que c'était dans une partie du Burkina et ça concernait le CDP. Ça ne veut pas dire que forcément l'affaire n'a pas eu lieu, mais on dit que la photo n'est pas vraie. Donc, il faut faire très attention dans ce qu'on véhicule. Pendant cette période, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et même si on observe. Maintenant, quand on aura du dur, sachez qu'on sera bien là pour analyser ça. Évidemment, on va y revenir parce qu'il n'y a pas que l'opposition qui parle de fraude électorale. On a vu un parti membre de la majorité, en l'occurrence le NTD de Vincent Dabiligou, qui parle aussi de fraude dans une des provinces. On va y revenir certainement pour porter un jugement à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci à vous, Geoffroy Bara, merci à l'équipe de réalisation et merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On vous retrouve demain pour une autre convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix.